Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Et à ce moment-là, moi j'appelle mon père, papa, Mickaël a eu un accident, c'est grave. Social Calling, Jonathan, épisode 8. À ce moment-là, la vie de notre famille bascule. C'est un brin ténébreux qui a côtoyé de près les ténèbres, puis a fini par les embrasser pour mieux les apprivoiser afin de retrouver la lumière. Jonathan a 20 ans, le jour où il voit sa vie basculer. C'était le 7 février 2000 à Avoriaz. Cet épisode effroyable, le président du mouvement des entrepreneurs sociaux l'a raconté maintes et maintes fois dans les médias. À chaque fois, il revit la scène. Une punition, sa punition. Je n'ai plus le choix à ce moment-là que d'être utile, que de réparer sans cesse ce qui s'est passé. Je ne peux nier que l'histoire de Jonathan m'a bouleversée. Derrière son éloquence et sa volubilité se cache sa douleur, matinée de culpabilité. Une culpabilité qu'il tente de faire taire en œuvrant pour le bien commun avec Andiamo et l'association Comme les autres. Parce que oui, Jonathan est en mission. Ça va, Jonathan ? Je suis toujours un peu stressé avant de prendre la parole, un petit peu d'appréhension. Ça va bien se passer. On est au ski à Avoriaz, en famille, au sport d'hiver. On est le 7 février 2000 et il fait pas beau. Il fait pas très beau. Il fait pas assez beau en tout cas pour que la génération des parents, donc mes parents et oncles et tantes, aillent skier. Donc on part skier entre jeunes. Alors il y a mes deux petits frères, Mickaël et Benjamin, qui ont 18 et 13 ans. Moi j'ai 20 ans. Et mon meilleur ami Stan, qui a 21 ans, et mon petit cousin Maxime, qui a 17 ans. Et on s'amuse bien, on se lance, comme souvent, des défis un petit peu idiots. Et ce jour-là, Mickaël fait des sauts particulièrement beaux, et que je trouve plus beaux que ceux que fait mon ami Stan, mon ami d'enfance, alors qu'en général, c'est l'inverse. Et je remarque ça, et Stan, piqué au vif, réagit en disant « Ah bon, c'est ce qu'on va voir ». Et moi, je m'improvise du coup organisateur et arbitre de la compétition qui va suivre, qui est un défi en fait, de saut sur un snowpark entre mon meilleur ami Stan et mon petit frère Mickaël. Mickaël relevant le défi immédiatement. Et donc on est tous installés sur le snowpark, mon petit cousin et mon plus petit frère Benjamin en haut, comme dans les tribunes, comme spectateurs. Moi sur la troisième bosse, donc celle qui décolle tout particulièrement. Et puis Stan s'élance, fait des virages raisonnablement entre la première et la deuxième bosse, puis entre la deuxième et la troisième, et puis fait 3 très jolis sauts. Et Mickaël prend la suite et là part sur un tout droit sur la première bosse, prend de plus en plus de vitesse, il arrive sur la deuxième, il fait donc des sauts déjà assez impressionnants, et puis à l'atterrissage de la deuxième, il semble hésiter à faire un virage, et puis il fait un mouvement de la tête d'auto-encouragement et qui fait qu'il continue d'aller tout droit, et à ce moment-là il arrive à très très grande vitesse sur cette troisième bosse. Probablement à ce moment-là perd connaissance au décollage de peur. Il se souvient d'un mur blanc et de la sensation comme d'un train qui lui serait rentré dans le ventre à ce moment-là. Et moi, mon souvenir, c'est qu'il est effectivement en l'air comme un pantin désarticulé, et il fait là une chute de 8-10 mètres à peu près, très violente, très brutale. Il atterrit sur le côté gauche, et sur le coup, moi, je crois qu'il est mort. Je déchausse, je pars en courant à sa rencontre. Il a la tête dans la neige, donc dans le doute, au cas où il ne serait pas mort, je déneige sous son visage pour qu'il puisse respirer. Et heureusement, il respire. Ce qui nous étonne par contre, c'est qu'il se plaint assez peu, alors que ses jambes ont triplé de volume, il est multifracturé aux 2 fémurs. Et en plus, il ne se plaint pas de ses jambes, il se plaint de son dos.
Et il se trouve que notre papa est médecin et que le père de mon cousin l'est aussi, et qu'on se regarde et assez vite on pense la même chose, c'est-à-dire qu'il a probablement été touché à la moelle épinière. Mon petit cousin lui serre très très fort la cheville pour voir s'il ressent en bas du corps, et il réagit pas du tout. Et donc à ce moment-là, les secours arrivent, ils ont probablement été appelés par des personnes qui avaient été témoins de l'accident. Et à ce moment-là, moi j'appelle mon père et je lui dis papa, Mickaël a eu un accident, c'est grave. Je suis pas coutumier de ce genre d'alerte ou d'alarme à l'époque, donc mon père comprend immédiatement qu'il vient de se passer quelque chose qui probablement aura des conséquences lourdes sur la suite de nos vies. On redescend, il fait toujours pas beau, il fait de moins en moins beau d'ailleurs, et du coup pas d'hélicoptère. Et on descend comme ça, Mickaël dans une barquette avec des pisteurs, et puis nous derrière dans le brouillard, pour arriver au cabinet médical d'Avoriaz. Et là, nos parents, oncles et tantes sont là, et il y a les premières radios du dos de Mickaël qui sont faites, et mon oncle est atterré, et mon père fait une espèce de crise de nerfs et de tristesse à la fois, parce qu'à ce moment-là, lui, il comprend que ça va être très grave. Il voit que le dos a beaucoup bougé, qu'il y a une fracture de la colonne vertébrale et que très probablement la moelle épinière a été affectée. Et il se lance là dans un moment que je me souviendrai toute ma vie, de terrible, où il est seul dans une pièce et il se tape la tête contre les murs. C'est horrible, il décompense totalement, tandis que ma mère, elle, un peu comme un fantôme, erre dans le cabinet médical en essayant sans cesse de se rapprocher de la chambre dans laquelle est Mickaël, alors qu'elle n'a pas le droit. Et moi, comme ça, inlassablement, je vais la chercher, puis je la raccompagne, je l'éloigne de cette chambre où elle n'a pas le droit d'aller, et puis j'essaye de la raisonner. Donc, à ce moment-là, la vie de notre famille a été la vie de Mickaël, bien sûr, en premier, puis la vie de notre famille bascule. Mickaël descend donc non pas en hélicoptère, mais ramené en ambulance à Genève, où il opérait toute une nuit. On suit l'opération à distance, et ensuite on le rejoint à l'hôpital le lendemain. Il passe 3 jours aux soins intensifs, nous 3 jours cauchemardesques à pleurer, désespérer, espérer quand un jour ses orteils bougent. En fait, c'était un mouvement réflexe qui n'avait rien à voir avec sa maîtrise, et pour finir par progressivement comprendre qu'il a été fracturé à la colonne vertébrale, la moelle épinière compressée, et qui aurait très certainement des conséquences lourdes. Il est ramené en avion avec ma mère à Paris. Nous, on rentre en voiture, et d'ailleurs, pendant ce retour en voiture, c'est le début d'une sorte de rebond collectif, parce qu'on plaisante dans la voiture, on plaisante, on fait des blagues très, très noires, très cyniques sur l'état de Mickaël, mais ça nous détend, et sûrement que ça nous encourage. Et puis Mickaël avait ouvert le bal quelque peu de temps avant aux soins intensifs, en faisant une imitation du parrain qui nous intimait d'aller se venger du malfrat qui lui avait joué ce mauvais tour avec cette bosse. Donc déjà, quand même, il y avait des ingrédients de rebond assez vite. Et puis Mickaël arrive à l'Institut Mutualiste Montsouris, qui est un hôpital, boulevard Jourdan, dans une chambre où il passera 3 semaines. Institut Mutualiste Montsouris que je connais bien, puisque moi, 1 an et demi avant, j'y avais été reçu à l'époque par le département de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte, parce que je faisais une dépression un peu lourde, dépression existentielle, et que mes parents avaient considéré qu'il fallait que je sois accompagné. Donc on se retrouve là, dans cet endroit que je connais pour y avoir souffert, puis y avoir été sauvé d'une certaine manière. Et là, c'est au tour de Mickaël. Les 3 semaines qu'il va passer sont assez incroyables. Moi, j'ai l'intuition qu'il faut que dans la chambre de Mickaël, les gens ne s'épanchent pas, n'expriment pas leurs émotions négatives, etc. Et Mickaël me confie
la porte, la garde de sa chambre. Et en fait, à chaque fois que des personnes arrivent, des visiteurs, et la chambre n'a pas désempli pendant 3 semaines, donc tous les amis, la famille, etc. À chaque fois que quelqu'un arrive, je lui dis, écoute, peu importe ce que tu ressens, mais il faut que tu restes souriant, positif, c'est important. Et les uns après les autres jouent le jeu. Mickaël, évidemment, à ce moment-là, est dans la grande difficulté, mais on arrive à tenir comme ça, à pas mal rigoler. Et puis c'est le soir, quand on part, et que je suis le dernier à chaque fois à partir, que parfois Mickaël s'effondre, se met à pleurer. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens ? Moi, j'ai été très, très triste à Genève, choqué à Avoriaz et très triste à Genève. À l'Institut Mutualisme Montsouris, je suis déjà en mission. C'est-à-dire que d'ailleurs, il se passera ensuite pas mal de temps avant que je ressente à nouveau la tristesse. Une bonne grosse année. En fait, je n'ai qu'un objectif, c'est de sauver Mickaël par tous les moyens. Et je deviens à ce moment-là, en fait, son premier coach, son premier supporter, celui qui va se bagarrer avec lui et pour que surtout il souffle le moins possible de ce qui lui arrive, parce que ce qui lui arrive, c'est qu'il est devenu paraplégique, qu'il va passer la suite de sa vie à se déplacer en fauteuil roulant, et que ça s'annonce donc difficile, et qu'il va falloir beaucoup d'énergie et de force pour qu'il aille le mieux possible. Et donc c'est la mission que inconsciemment, je me suis jamais dit ça, mais que je me donne, et dans laquelle je dépense beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai que ce jour-là, le 7 février 2000, je pense que c'est noué en moi une espèce d'obligation, d'utilité, je n'ai plus le choix à ce moment-là que d'être utile, que de réparer sans cesse ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est à la fois un accident dramatique d'un de mes plus proches, et c'est probablement aussi une grande culpabilité compte tenu du scénario de l'accident, dans lequel je suis initiateur et arbitre de ce concours de saut. Et en même temps, c'est pas moi qui saute, c'est pas moi qui décide de faire un tout droit de haut en bas, c'est pas moi qui fais la connerie. Mais je suis le grand frère, j'ai toujours été très protecteur, responsable, et ce jour-là, j'ai une partie de moi qui considère que je ne l'ai pas été, et qui nourrira très, très certainement une immense culpabilité. Culpabilité qui est entre autres à l'origine de cet engagement. Merci d'avoir suivi ce 8e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Adèle, une fille en or, qui s'est retrouvée malgré elle propulsée en couverture de Paris Match. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite.